Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la route du temps, de Philippe Guimand. Philippe Guimand, qui c'est? Philippe Guimand, c'est un physicien français et dans son livre La route du temps, il va nous parler des synchronicités et de comment les provoquer et comment ça se produit. Alors pour comprendre ça, il faut remettre en cause le cadre de la physique traditionnelle qui est fondé, ce cadre de la physique traditionnelle, sur quatre piliers, quatre dogmes qu'il faut faire voler en éclats. Premièrement, le déterminisme. Deuxièmement, qui s'oppose complètement à ça, un hasard dur ou un hasard sans cause. Troisièmement, le matérialisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la conscience a une base matérielle, la conscience est un produit du cerveau. Et quatrièmement, l'idée de causalité qui irait dans un sens passé vers futur. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est quoi? C'est un arbre de la vie qui est constitué de notre espace-temps. Et dans cet arbre, eh bien, il y a des embranchements. Ces embranchements, c'est le temps futur. Et il y a un tronc. Le tronc, c'est le temps passé et présent. Et les branches de la vie, ce sont toutes les positions possibles du tunnel dans lequel on évolue. Et donc, ce sont autant de cylindres. C'est-à-dire qu'on évolue dans un tunnel où notre futur est déjà déterminé, c'est-à-dire qu'il existe déjà sur un des tunnels, et il y a malgré tout d'autres branches qui sont possibles, mais il va falloir s'activer pour activer les autres branches. Si on ne fait rien, on va suivre la branche principale, on va dire en quelque sorte. Donc il y a qui englobe notre espace à 4 dimensions, notre espace-temps, notre arbre de vie est englobé par un monde non manifesté qui est extérieur à l'espace-temps, qui est extérieur donc à notre cylindre et qui va permettre que notre cylindre soit flexible et qu'il prenne un autre embranchement, donc qui laisse une place au libre arbitre. Donc il y a une coordination non matérielle. Alors, du coup, qu'est-ce qui rend possible cela? Ce qui rend possible ça, c'est qu'en plus de l'univers physique, il y a l'âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un esprit et c'est l'amour. Donc l'esprit, c'est quoi? C'est la forme de l'âme, c'est la géométrie de l'âme. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'essence ou la substance de l'âme, c'est la mesure de son amplitude. Alors on va expliquer un petit peu plus l'amour. L'amour, il est là quand il n'y a ni peur ni ego. Et l'amour, il a une double manifestation. Sa première manifestation, on l'a déjà dit, c'est un fluide vital, ou c'est une énergie, c'est une matière, c'est une substance ou une essence, qui a un écoulement fluide, qui s'écoule dans les couloirs du temps, et qui peut s'écouler à la fois vers le passé et vers le futur, vers le passé pour modifier notre passé, ou vers le futur pour également l'influencer. Donc il va permettre d'augmenter les probabilités d'un certain événement. Donc c'est un fluide de probabilité. Ce fluide est mis en circulation, il met en mouvement le moteur de notre libre arbitre qui influence le futur. Deuxièmement, l'amour, c'est aussi un rayonnement, donc dans ce cas-là, il est plutôt extérieur à nous, un rayonnement qui vient irradier et qui ne s'écoule pas, c'est un champ d'énergie. Donc chacun a un réservoir d'amour qu'il s'agit de remplir, et il y a un cycle de l'amour, c'est-à-dire une boucle de rétroaction. Ce cycle de l'amour est non causal, il y a une transformation énergétique en lui, et ce cycle est déterminé par l'intention. Donc il a des phases, la phase 1 c'est le désir, on est frustré, on manque de quelque chose. Stade 2, on formule un souhait. Stade 3, on a une intention. Stade 4, on a l'attention, donc on va commencer à faire attention à ce qu'on fait. Stade 5, on va développer la foi, qui est le meilleur allié de l'intention. Stade 6, on va avoir la confiance. Et ça, c'est le secret de la magie de l'amour. Et l'essence de l'amour va donc se transformer au fil du cycle. Ça va permettre la seconde causalité avec ses vertus amplificatrices pour ce qui est de l'avenir et de la rétroaction sur le passé. Donc l'amour, c'est l'origine de la création. Et alors, on a parlé de l'intention. Donc l'intention, comment ça se passe? Eh bien, c'est une fonction de notre libre arbitre pour dégager de nouveaux potentiels. C'est un facteur d'amplification et elle est renforcée par l'émotion qu'on y met. Donc pour que quelque chose se produise, ou pour produire des synchronicités, puisque c'est après tout le but du livre, il faut être avec une entité dialogante qui l'appelle l'esprit, l'ange ou l'ange gardien. C'est une extension de notre propre individualité en réalité. C'est une entité qui est distincte de notre corps
Et on peut faire une connexion donc, avec l'esprit lorsqu'on est bien centré. Donc ça va arriver souvent après des souffrances, parce que souvent on est déconnecté, mais on peut créer la connexion par de la méditation ou par un arrêt du mental autre, par exemple la randonnée. Et l'ouverture, le signe d'ouverture, ça va être la foi, l'intuition et la joie. On va alors avoir un dialogue avec une partie donc, de la conscience, mais qui dépasse notre cerveau et notre mental. Et la réponse à nos questions dans ce dialogue avec l'ange, ça va être l'engendrement de synchronicité, c'est-à-dire des hasards qui n'en sont pas, des hasards qui ont une signification, qui sont provoqués par l'ange, qui vont donner une réponse. Donc les synchronicités, c'est pas de simple coïncidence, il faut qu'il y ait une signification, et plus on en a, plus ça nous confirme notre réponse, on peut en demander. Pour qu'elle se passe, il faut un mélange de foi et de bon scepticisme également, et ça s'explique par la double causalité, à savoir par l'influence du futur sur notre présent. Donc pour qu'il y ait demande, il faut 8 choses. Il faut qu'il y ait une authenticité de la demande, que ce soit sincère. Il faut qu'il y ait une préoccupation réelle de notre part, que ce ne soit pas trivial. Que l'on prenne des risques. Qu'il y ait un enjeu, c'est-à-dire que ça va vraiment changer quelque chose dans notre vie. Qu'il y ait un maintien du libre arbitre, c'est-à-dire que c'est nous qui agissons. Qu'il y ait un sourire intérieur, c'est-à-dire une confiance. Et que l'on sorte de nos habitudes, c'est-à-dire que par exemple, on fasse des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et à ce moment-là, il y a un processus de convergence qui arrive avec la formation d'un système ordonné, ce qui s'explique par la loi de convergence des parties, qui est la fabrication d'un ordre. Et cette loi de convergence des parties, elle s'exprime dynamiquement par la loi d'attraction universelle des lignes temporelles ou trajectoires de vie, qui est analogue à la loi de gravitation universelle. Et c'est ça qui explique les synchronicités, par le rassemblement de ce qui se ressemble. Donc ça s'oppose à la loi d'entropie qui dit que tout va vers un désordre croissant. Alors le fondement de tout ça, c'est la théorie de la double causalité, il a un site internet là-dessus. Donc le destin, ce sont des lignes temporelles, il y a un multivers, il y a un double déterminisme depuis le passé ou depuis le futur, donc une double causalité dans des sens opposés. Un sens, on va dire, normal qui est compris par le cerveau gauche et logique, et un sens inhabituel compris par le cerveau droit sous la forme de l'intuition. Donc la rétrocausalité, c'est la deuxième causalité. Elle se manifeste dans les synchronicités. Elle est due à l'omniprésence du futur. Elle va de l'effet à la cause. Et c'est un déterminisme au sens inversé. Donc la fonction du temps, à quoi sert le temps ? Là, il est d'accord avec Bergson. C'est de choisir notre futur. On a un libre arbitre qui ne peut s'opérer que lorsqu'on est déconditionné mentalement. On peut alors changer de ligne temporelle. Et l'amour, c'est ce qui va faire l'essence de notre déplacement dans les sept dimensions. Donc les 7 dimensions, c'est celles qui dépassent l'espace. Donc il va y avoir intention et effet dans le futur. Donc voilà pour ce résumé du livre.